Merci, merci, Monsieur Bornon. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de cette belle initiative d'associer le ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Maroc pour venir donner leur vision de ce que fait le Maroc sur son continent. Et je les remercie aussi d'organiser une initiative qui regroupe depuis quelques jours plusieurs intervenants sur le continent, que ce soit au niveau international, national ou régional, et qui vous permettra d'avoir des regards croisés sur ce qui se passe et l'évolution de notre continent. Alors, concernant les affaires étrangères, la diplomatie marocaine en Afrique, je vais plutôt vous parler de ce qu'on fait en tant que pays africain et ce qui fait les fondements de notre action, de notre politique étrangère sur notre continent, qui est une priorité dans notre politique étrangère. Alors, le Maroc place son continent d'appartenance à la tête de ses priorités de développement et au cœur de ses préoccupations diplomatiques internationales. Sa politique étrangère en Afrique repose sur deux fondamentaux. D'abord, son identité et ensuite un engagement irréversible envers son continent d'appartenance. Alors, l'identité, elle est faite bien sûr d'histoire et de géographie, je ne vous apprends rien, de brassage humain, de valeurs culturelles communes et de liens spirituels ancestraux. Cette identité n'a pas cessé d'évoluer et de se diversifier à travers les siècles. L'engagement, quant à lui, il procède de sa foi en une Afrique forte, de son patrimoine culturel et de ses richesses et potentialités, mais aussi une Afrique résolument tournée vers l'avenir. Alors cet engagement, si l'on remonte dans l'histoire, c'est un engagement de la première heure qui s'est vérifié dans la lutte pour la liberté et la dignité du continent, dans les efforts déployés pour l'unité et l'intégration de l'Afrique et surtout dans un appui qui ne s'est jamais démenti pour le développement durable des pays frères. Alors, plus de 50 ans après les indépendances des pays de notre continent, et surtout 50 ans après la mobilisation du Maroc pour encourager les indépendances à se réaliser, l'avènement du roi Mohamed VI a marqué la continuité, a été marqué par une volonté renouvelée de consolider et diversifier les partenariats avec les pays du continent. Les 20 visites officielles qui ont été effectuées, plus de 20 visites, puisque dernièrement nous avons suivi une tournée en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, dans une quinzaine de pays, témoignent et sont une illustration de cet engagement du pays. Alors cette volonté politique dont je vous parle et qui est marquée, exprimée au plus haut niveau de l'État, elle s'inscrit aussi, il ne faut pas l'oublier, en adéquation avec une réalité incontournable aujourd'hui et qui s'impose dans la redéfinition même de la gouvernance mondiale. C'est le poids de notre continent dans les enjeux internationaux. Alors l'Afrique, c'est 13,5% de la population mondiale à peu près, des richesses en ressources minières et naturelles, plus de 30% des réserves minérales mondiales, un taux de croissance de plus de 5,5% en moyenne ces dernières décennies, et l'Afrique est ainsi devenue le continent le plus courtisé par les puissances mondiales qui cherchent à sécuriser notamment leurs approvisionnements et leurs débouchés commerciaux nouveaux. Alors, dans un contexte de crise d'ampleur internationale, l'Afrique a démontré durant cette première décennie du XXIe siècle sa capacité à en surmonter les répercussions. L'amélioration de la gouvernance et les nombreuses réformes conduites dans nombre de pays africains ont permis un net redressement de leur situation économique. Alors, concernant le Maroc, il entretient des relations de coopération avec plus d'une quarantaine de pays du continent, régis par un cadre juridique comprenant près de 500 accords de coopération. Cette coopération, en fait, c'est une coopération, selon le jargon consacré, agissante et solidaire, mais surtout un partenariat sud-sud, dont on veut en faire un modèle. Il repose sur certains fondamentaux qui sous-tendent la présence marocaine en Afrique, à savoir le soutien au développement durable, la valorisation des compétences humaines et l'implication croissante du secteur privé, ainsi que de nouveaux acteurs dans les efforts de transfert de savoir-faire et de partage d'expertise. Alors, le Maroc participe ainsi à plusieurs projets de développement dans les domaines d'électrification, de gestion de ressources en eau, d'irrigation, d'infrastructures, de base et de santé, etc. Beaucoup d'entreprises publiques marocaines sont associées à la mise en œuvre de cette action extérieure du Maroc sur le continent.
Sur le plan de développement des compétences humaines, on peut citer le chiffre de 8 000 étudiants, dont 6 500 boursiers, issus à peu près de 42 pays africains dans les établissements supérieurs marocains. Concernant le secteur privé, dont je faisais mention tout à l'heure, la montée en puissance dans plus de 25 pays du continent, d'entreprises publiques ou de grands groupes marocains dans le domaine des services bancaires, transports, aériens, formation professionnelle, télécom, BTP, assurance, exploitation minière, témoigne non seulement d'un engagement réel dans les tissus économiques nationaux, mais procède également d'une conviction, celle que les économies africaines recèlent des potentialités de croissance. Le partenariat bilatéral développé par le Maroc sur son continent est renforcé par des cadres d'action complémentaires. Je vous parlais tout à l'heure des accords de coopération, des relations de coopération bilatérale, mais elles ne sont pas exclusives. Il y a d'autres cadres qui impliquent des acteurs autres que gouvernementaux. Je veux citer à cet égard les élus locaux et parlementaires, la société civile, qui nous donnent un champ d'action de plus en plus large afin de répondre à une volonté partagée de consolider les partenariats construits. Le renforcement du maillage des liens de coopération procède aussi de la volonté du pays, du Maroc, de mettre en œuvre une vision rénovée du partenariat Sud-Sud, en conformité avec les mutations et les enjeux de notre continent et s'inscrivant dans une dynamique d'ouverture. Il y a aussi la coopération triangulaire comme cadre complémentaire d'action. Alors, elle consiste à faire partager aux pays partenaires le savoir-faire développé ici au Maroc dans certains domaines grâce au concours de bailleurs de fonds bi- ou multilatéraux, et ce qui représente un mécanisme de coopération novateur et surtout pragmatique. Enfin, il y a la coopération régionale, qui est aussi un cadre d'action privilégié par le Maroc sur son continent géographique. L'organisation sous-régionale en Afrique est d'ailleurs considérée par la diplomatie marocaine comme un impératif, un levier déterminant pour l'épanouissement démocratique, l'intégration économique de la région et surtout la pierre angulaire de l'édifice institutionnel continental africain. À cet égard, je voudrais dire quand même que le Maroc appartient à deux communautés économiques régionales africaines, en l'occurrence l'UMA et la CENSAD, et qu'il bénéficie aussi d'un statut d'observateur auprès de la CEDEAO, ce qui représente pour lui des vecteurs non seulement d'intégration maghrébine, mais aussi de rapprochement avec les pays de la bande sahélo-saharienne. La paix et la stabilité sont des conditions incontournables pour le développement des pays de cet espace sahélo-saharien. Et le Sahel, même s'il a été pendant des siècles un espace d'échange et de rencontres et de brassage, s'érige de plus en plus comme une zone de menace pour la stabilité régionale. Alors nous avons cité la coopération triangulaire, le régional, les acteurs non gouvernementaux. Il y a aussi un autre cadre de coopération qui est celui des partenariats birégionaux ou bicontinentaux dont on parle très souvent ces derniers temps. Alors il y a Afrique-Chine, Afrique-Union européenne, Afrique-Amérique du Sud, Afrique-Turquie, Afrique-Corée. Il y a eu un foisonnement de partenariats et dans lequel le Maroc est de plus en plus actif, où il conforte son rôle d'acteur à part entière sur le plan africain. Il y a aussi d'autres initiatives que le Maroc a prises en faveur, ou en direction plutôt des pays de son continent, comme l'annulation de la dette des PMA du continent africain en 2000, l'organisation d'une rencontre sur les investissements en Afrique en 2010, en août 2009, la conférence ministérielle des États riverains de l'Atlantique, etc. Enfin, il y a aussi des efforts de médiation concernant les pays du fleuve Mano, à savoir la Sierra Leone, la Guinée, le Libéria et la Côte d'Ivoire. Ce sont des initiatives qu'il a prises sur le plan soit continental ou régional pour apporter soit une réponse à des problèmes qui se posaient, soit une réponse à pas des problèmes, mais en tout cas des questions qui se posaient à l'échelle continentale. Enfin, dernièrement, en janvier 2012, l'entrée du Maroc en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité et surtout en tant que membre non permanent africain, parce qu'il représente à ce titre le continent africain, a été l'occasion d'illustrer le rôle que s'est assigné le Maroc depuis toujours, à savoir défendre et faire valoir les intérêts de son continent d'appartenance. Alors cette volonté de placer le continent africain à la tête des priorités, le choix de diversifier les formats de partenariat, l'ouverture des espaces de coopération, l'implication de nouveaux acteurs comme le secteur privé et les acteurs non gouvernementaux, l'introduction de paramètres novateurs comme l'instauration d'un dialogue politique bilatéral et régional. Si vous voulez, ça procède d'une volonté de mettre en place
une vision stratégique du royaume à l'échelle continentale. Mais elles auront permis surtout d'asseoir l'ébauche d'une architecture de l'engagement du Maroc en Afrique. Cet engagement, d'ailleurs, a permis à bon nombre d'opérateurs économiques marocains, qui sont désormais insérés dans l'action extérieure du pays sur le continent, de concrétiser plusieurs projets d'investissement sur le continent, mais également de banaliser, si je puis me permettre l'expression, l'acte d'entreprendre et d'échanger sur le plan commercial avec les pays partenaires. Alors, l'élaboration d'une stratégie Afrique en termes de projection d'intérêts économiques et commerciaux n'est plus à ce titre un luxe pour le pays, mais elle devient une nécessité. Longtemps considérée comme un pilier de l'approche du royaume vis-à-vis de son voisinage subsaharien, cette stratégie devrait revêtir au fur et à mesure les contours d'une diplomatie économique à part entière, donnant toute sa place d'acteur à l'entrepreneur économique marocain. Cet objectif requiert cependant de dépasser certaines contraintes internes et d'identifier les leviers de croissance des exportations marocaines et définir une approche par blocs régionaux africains. Alors à cet effet, une approche régionale du Maroc vis-à-vis des blocs régionaux africains, en l'occurrence l'Afrique de l'Ouest et surtout l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, qui sont, si vous voulez, les espaces de projection traditionnels du Maroc, est de plus en plus privilégiée. Et nous avons à ce titre-là un accord qui devrait être, j'espère, finalisé très bientôt avec l'Union monétaire et économique de l'Afrique de l'Ouest, ce qui pourrait nous donner un cadre juridique de choix pour pouvoir développer et surtout consolider la projection économique marocaine, des intérêts économiques marocains sur le continent africain. Alors, j'ai essayé de vous brosser un peu un tableau aussi exhaustif que possible de ce que fait le Maroc sur le plan de la diplomatie, de l'action diplomatique, sur le plan aussi des projections des intérêts économiques en Afrique, tout simplement pour vous dire, certes, le Maroc ne fait pas partie de l'Union africaine, mais le Maroc n'a jamais cessé d'être africain. Il a non seulement consolidé sa présence sur le plan bilatéral avec tout un réseau d'accords, de cadres juridiques sur le plan bilatéral et surtout d'engagement sur le plan du développement durable, du développement des compétences humaines, mais il a diversifié et aller au-delà en essayant de consolider des cadres de coopération et de partenariat complémentaires, régionales, à l'échelle régionale, à l'échelle aussi continentale, et aussi en essayant d'impliquer son secteur privé, ses entreprises publiques, ses acteurs non gouvernementaux, afin d'impliquer le maximum d'acteurs au niveau du pays, mais surtout de participer au développement durable et surtout d'ériger, de consolider un partenariat sud-sud, gagnant-gagnant entre le Maroc et les pays de son continent. Je vous remercie de votre attention. Merci, Votre Excellence. Vous imaginez que c'est un peu difficile pour moi de prendre la parole après celle de Son Excellence, mais je vais essayer quand même de vous parler un peu de notre expérience, d'une expérience d'un groupe marocain qui s'appelle Managem, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Sinon, je vais en parler rapidement lors de mon intervention. Quand Julien donc, nous a contactés il y a quelques semaines pour venir partager avec vous cette expérience, on a trouvé le grand plaisir de le faire parce que pour nous, c'est à chaque fois un grand plaisir et même un devoir de venir partager avec vous, étudiants, intéressés, chercheurs dans le domaine de l'entreprise, de la gouvernance, notre petite expérience modeste, qu'elle soit au Maroc, mais aussi dans d'autres pays, à l'international et notamment en Afrique. Alors, je vais essayer d'articuler mon intervention autour de 3 petits axes. Je vais être très rapide et bref, j'essaierai d'être concis aussi. Je vous parlerai rapidement de ce que c'est le groupe Managem, pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, je vous parlerai un peu de notre histoire, de notre historique ou notre stratégie de développement dans des pays amis au Maroc, notamment en Afrique. Et enfin, je vais essayer à ma façon de résumer quelques facteurs clés de succès que peut-être on pourrait recommander suite à notre petite expérience depuis une vingtaine d'années déjà en Afrique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Managem est un groupe minier, c'est un groupe
industriel à vocation minière qui est présent depuis plus de 80 ans déjà au Maroc à travers différentes exploitations, à travers sa première mine de cobalt qui se trouve un peu dans le sud de Ouarzazate à 120 km dans un patelin qui s'appelle Taznart, qui est très connu d'ailleurs pour son tapis et pour son safran, et très connu pour du safran aussi. Voilà, donc c'est la première mine qui a été démarrée en 1928. Ensuite, il y a une succession de projets de développement minier qu'a connu notre groupe. Aujourd'hui, nous sommes présents notamment dans la zone sud, donc à Taznart, toujours à travers cette mine de Boisard. Il y a une deuxième mine qui s'appelle Blida, qui est aussi une mine de cuivre et d'or, qui s'appelle Blida. Un peu plus au nord de Ouarzazate, à 150 km, dans un patelin, dans une ville qui s'appelle Chinrieb. Donc on est aussi présent à travers une grande mine, une grande exploitation d'argent. Puis dans le sud, à côté de Tiznit, à 300 km d'Agadir, ou à l'est, nous avons une grande mine de cuivre et d'or. Région de Meknès aussi, nous avons une mine de fluorine. Un peu plus au centre, donc à Marrakech, nous avons un grand parc industriel qui s'appelle Gmassa. Nous avons deux grandes polymétalliques, cuivre, zinc, plomb, donc dans la région de Marrakech. Voilà, et nous avons aussi une présence à Casablanca, notre siège social. Donc on occupe 5 étages au Twin Center où sont localisés, se concentrer dans sont nos activités corporate, les finances comptables, les RH, etc. Voilà ce qu'il en est du Maroc. Nous sommes aussi quelque chose comme 5000 collaborateurs, 12 nationalités. On reviendra là-dessus tout à l'heure peut-être. Et puis un chiffre d'affaires de l'ordre de 3,5 milliards de dollars enregistré en 2012. Nous sommes aussi présents à l'international, notamment en Suisse, à travers notre filiale Manatrade qui s'occupe de la partie trading et commercialisation de nos produits à l'échelle internationale parce que nous sommes orientés à l'export à 100%. Mais aussi, nous avons aussi une petite expérience d'une quinzaine à vingtaine d'années en Afrique à travers différentes expériences, qu'elles soient en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, mais aussi en Afrique de l'Est. Voilà, alors cette expérience elle a commencé depuis les années, début des années 90, où nos chercheurs géologues d'exploration sont partis à la quête, à la recherche de gisements, de permis d'exploration dans le domaine que nous maîtrisons, c'est celui de la mine. Et donc ils sont partis dans plein brousse africain, donc chercher un peu ces potentialités de gisements intéressantes. Et ils en ont trouvé. Ceci a donné lieu à une concrétisation d'un partenariat vers la fin des années 90, exactement 99, avec une junior canadienne qui s'appelle Simafo. Donc c'était la première expérience concrète qu'Amagem avait fait notamment en Afrique de l'Ouest, donc à travers ce partenariat donc avec Simafo, qui est une junior canadienne cotée en bourse de Toronto. On avait pratiquement 3 grands permis d'exploration minière, notamment dans l'or, et notamment dans le Niger, un projet qui s'appelle Samiraïl, au Burkina Faso, un projet qui s'appelle Mana, et aussi un projet Kinero, celui-là il était en Guinée-Conakry. Bon, ce partenariat a donné lieu aussi à une sorte acquisition. Managem avait acquis quelque chose comme 52% de participation, de part de participation de cette filiale, de cette entreprise Simafo qui était cotée en bourse canadienne, Toronto. Et donc en 2005, Managem avait cédé ses parts de participation aux autres actionnaires pour des raisons stratégiques. Voilà, c'était la première expérience en fin d'année 90 de Managem en Afrique de l'Ouest. Alors après, Managem avait décidé de changer son choix stratégique. Alors il avait commencé par une acquisition d'une filiale de droit, je peux dire non africaine, parce qu'il était coté en bourse de Toronto. C'était une entreprise canadienne. On avait même des comptes à rendre sur les aspects d'information aux actionnaires. C'était un peu compliqué à gérer. Donc Managem avait décidé de voler par ses propres ailes. Il avait même changé de choix stratégique de partenariat. Et donc, avec un autre junior canadien qui s'appelle Serge Gold, qui est aussi canadien, il avait entamé un deuxième partenariat à travers la création d'une filiale qui s'appelle REG en Gabon. Là, c'était l'expérience en Afrique centrale. Et donc, c'était une entreprise ou une filiale de droit gabonaise. C'est un peu intéressant, c'est plus intéressant du premier schéma, parce que c'était un choix stratégique qui répondait aussi aux ambitions de développement que Managem avait fait à l'époque. Ce partenariat a donné lieu justement pour créer cette filiale REC. Managem avait acquis par la suite 75% de cette filiale
et les 25% sont détenus par l'État, plutôt par un fonds d'investissement gabonais à hauteur de 25%. C'est un projet qui est en plein rythme de croisière parce que, mis à part la partie exploration, étude de faisabilité et même exploitation, aujourd'hui, c'est une mine qui produit quelque chose comme 1500 kilos d'or pur par an. Hein, donc ça commence à prendre de forme et à prendre de la vitesse de croisière. Donc c'était le premier projet dans une région qui s'appelle Bakoudou. Un peu plus à l'est, dans une autre région qui s'appelle Eteki, nous avons aussi un permis d'exploration intéressant sur lequel nous travaillons en ce moment. Et aussi un peu plus à l'est, au Congo. Donc là, on est présent aussi à travers plusieurs permis d'exploration aurifère. Et puis, nous sommes présents dans un autre pays qui s'appelle la RDC, que vous connaissez certainement, et à travers trois grands sujets, à travers trois grands projets. Un qui concerne le cobalt, le deuxième concerne le cuivre, ou blisters de cuivre, ce qu'on appelle les blisters de cuivre, et un troisième concerne l'or. Voilà. Au nord, en Afrique de l'Est, depuis aussi 2008, on est présent dans un grand pays qui s'appelle le Soudan du Nord, vous connaissez certainement. Et Managem détient quelque chose comme 3 permis d'exploration aurifère dans ce pays, qui totalise quelque chose comme 26 000 km² de concessions que Managem détient dans ce pays. Juste à titre de comparaison, 26 000 km², c'est quelque chose comme 2 fois la superficie du Qatar, d'un pays tel le Qatar, et Managem détient ces permis d'exploration dans ce pays. En ce moment, il y a quelques mois, notre président, donc avec le président du groupe Managem, avait démarré et entamé l'ouverture de l'unité pilote qui fait quelque chose comme 500 kilos d'or annuellement. Mais ce projet va connaître un rythme de croisière dans les années à venir. Les études de faisabilité sont en cours, et donc là, il va prendre plus de rythme dans les années à venir. Et puis nous détenons aussi quelque chose comme 2 permis en Éthiopie, qui sont aussi des permis aurifères, et que nous sommes en train de développer et sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc bref, c'était juste pour vous dire ce que c'est Managem d'aujourd'hui, Managem au Maroc, Managem en Afrique, les différents choix stratégiques qu'avait fait Managem pour se lancer dans l'aventure africaine, d'abord à travers une acquisition de filiales qui existent, de juniors qui existent soit en Afrique, soit ailleurs. Ensuite, c'était des partenariats avec des internationaux aussi pour créer des filiales dans les pays où nous sommes implantés. Et troisièmement, à travers une approche directe, donc une approche d'acquisition de permis en direct grâce au travail de nos chercheurs géologues. Voilà ce qu'on peut dire de cette présence au Maroc et l'international. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que Managem aujourd'hui avait mis en place un plan stratégique de développement important et ambitieux qui vise à tripler son chiffre d'affaires, d'aller de quelque chose de 380 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel en 2010 à 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires qu'on souhaite réaliser en 2015. Ce n'est pas uniquement un rêve, mais aussi une ambition qu'on souhaite concrétiser à travers des projets concis, précis, dont 50% qu'on souhaite faire en Afrique, hors Maroc. Ça veut dire 50% de 500 millions de dollars en Maroc et le reste à travers des filiales africaines. Bon, c'était un peu Managem d'aujourd'hui, Managem en Afrique, au Maroc, ses ambitions de développement. Mais à travers cette petite expérience modeste de ce groupe, nous avons quand même, nous considérons que cette expérience a été réussie grâce à plusieurs facteurs clés de succès que je souhaiterais partager avec vous. Donc j'avais noté ça avant de venir pour mon intervention. Et donc un facteur très important pour se lancer dans un monde des affaires en Afrique, c'est ce qu'on appelle la veille stratégique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans un pays faire du business alors vous manquez d'informations. Donc cette veille stratégique, ou ce qu'on peut appeler aussi intelligence économique, consiste à faire un recueil d'informations, constituer des bases de données très riches et utiles en information qu'on peut avoir à travers des salons, qu'on peut avoir à travers des intermédiaires, à travers aussi des visites de prospection. En ce qui nous concerne, à travers les producteurs miniers par exemple, leur taille, qui sont les différentes substances, les ressources et réserves géologiques de ces pays, mais aussi à travers des études sur les pays eux-mêmes, à travers l'étude de risque pays par exemple, les études législatives, quelle est la dynamique d'investissement des pays, la santé financière, économique, sociale, etc. Ce sont aussi des informations très très utiles
pour n'importe quel investisseur qui souhaite partir vivre une aventure africaine. Bien évidemment, cette information, on peut l'avoir par des approches directes, indirectes, et il suffit juste de s'intéresser, on trouve facilement l'information. Un deuxième facteur clé de succès qu'on peut résumer dans le savoir-faire. Ça veut dire, c'est aussi un élément clé que Managem a su développer et aussi en profiter dans son aventure africaine. C'est cette expertise qu'il a su développer à travers ses 80 ans déjà. Ça veut dire on ne va pas aller chercher à faire business ailleurs alors qu'on ne maîtrise pas notre métier. Il faut d'abord maîtriser son métier, maîtriser son savoir-faire avant d'aller le partager avec d'autres. Donc, on ne peut pas aller à l'aventure alors qu'on ne maîtrise pas. Donc, aussi, c'est un élément facteur clé de succès que Managem a su valoriser pendant cette expérience. Et à juste titre, Managem, par exemple, nous sommes un groupe pleinement intégré. Donc on fait une intégration verticale de l'ensemble de la chaîne de production. Aujourd'hui, on a besoin de personne pour faire de la mine. On sait faire. On a nos chercheurs explorateurs, géologues qui nous cherchent des gisements. On a aussi nos bureaux d'ingénierie qui mettent en place les projets. Nous avons un grand bureau de recherche. On croit beaucoup à la R&D, à l'innovation. Donc nous avons des chercheurs au centre de recherche qui développent même les procédés industriels pour nous. Ça veut dire aujourd'hui, on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous montrer comment on fait un projet minier. On fait des outils de faisabilité, on cherche du financement, et puis on se lance dans la construction du projet, et même dans son exploitation par la suite, qu'il soit d'ordre de la mine, de la traitement minéralogique, hydrométallurgique, et aussi maintenance, et puis même la commercialisation qu'on fait à travers notre filiale basée en Suisse. Donc, important avoir ce savoir et savoir-faire justement avant d'aller vivre une expérience africaine. Un troisième et aussi important que son Excellence a investi tout à l'heure, j'avais suivi avec beaucoup d'intérêt votre intervention et j'apprends que le Maroc avait signé une quarantaine de conventions avec de partenariats avec des pays africains et aussi c'est un relais. Donc il faut identifier les relais d'appui parce qu'ils sont importants. Aujourd'hui, grâce à ce travail de diplomatie qui a été fait par l'État marocain, par le royaume, mais aussi les ambassades. Aujourd'hui, les ambassades nous facilitent facilement la tâche sur les aspects administratifs, par exemple. C'est très important pour faire du business. Il va falloir s'appuyer sur ce relais en termes d'appui administratif, politique. Peut-être on pourrait aussi espérer qu'il soit aussi développé à travers un appui économique, parce qu'on ne retrouve pas facilement l'information quand on part chez les ambassades. Donc c'est aussi quelque chose à mettre en valeur dans le futur. Mais il faut identifier ces relais d'appui, qu'ils soient par des sources officielles, mais aussi à travers des relais, des intermédiaires qu'on retrouve, qu'ils soient locaux dans les pays hôtes ou même internationaux. Donc des gens qui nous facilitent le contact, les relations avec les déteneurs de permis par exemple, les gens qui ont de l'information. C'est aussi un élément facteur clé de succès de cette expérience. On croit beaucoup à la diversité culturelle. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Managem, nous avons quelque chose comme 12 nationalités qui évoluent. Et chez nous, ici, dans les sites marocains, donc on a des Burundais, on a des Ivoiriens, nous avons des Soudanais parmi nous, nous avons des Maliens, même des nationalités de pays où nous ne sommes pas en ce moment. Ça veut dire, on a même des Chinois chez nous. Hein. Nous avons recruté récemment, moi-même, j'ai recruté 2 Chinois parce qu'on s'intéresse aussi à l'Est. Il se passe des choses intéressantes en Chine. Et donc, il faut se baser sur des diversités culturelles, justement, avant d'aller. Parce que quand on est dans un autre pays, on est confronté à d'autres cultures, à d'autres manières de faire. Et vraiment, il faut être préparé avant d'y aller. Aujourd'hui, c'est un levier important, il y a un relais extrêmement intéressant. Et je crois que le Maroc, il est préparé pour ça. C'est-à-dire que, là, au Maroc, nous avons une grande richesse, une grande diversité. D'abord, le Marocain, il est diversifié parce que nous avons des gens du Nord, Chlouh, Sahrawa, nous avons et toute cette diversité arrive à cohabiter ensemble et on ne fait pas de distinction aujourd'hui entre un nordiste, un sudiste, un Shelha, un Mazir, un Arabi, etc. Donc le Marocain, de nature, il est préparé pour ces diversités et on peut vraiment se baser sur cette diversité multiculturelle avant d'aller explorer d'autres cultures internationales. Peut-être un avant-dernier clé de succès, c'est la politique de développement durable. Voilà. C'est un élément qu'on a su mettre en valeur
à travers son expérience en Afrique, parce que quand vous partez dans un pays, vous souhaitez faire du business ou développer un gisement minier, et les questions aussi de s'occuper du pays, en fait, de la région où nous sommes. Et donc, à travers une politique de développement durable, efficace et aussi crédible, à travers des axes sur l'éducation, sur la santé, sur les enfants, l'emploi, la santé, etc. Ce sont un grand sujet, un facteur clé de succès que Managem a su développer et sur lequel c'est basé pour se développer en Afrique. Et puis un dernier, c'est une politique RH que j'ai qualifiée de global, c'est-à-dire c'est une politique globale, mais aussi qui tient compte des spécificités locales en termes réglementaires, en termes de compétences, et en termes, ça veut dire qu'il faut avoir aussi une politique RH qui soit la plus efficace possible. Voilà, en bref, ce que j'avais à vous dire sur Managem, sa présence au Maroc international, quelques retours d'expérience sur nos facteurs clés de succès que nous avons su développer à travers notre quinzaine d'années d'existence en Afrique. Et je vous remercie. Qui va prendre la première question? Commentaire, oui. Commençons par un commentaire. Merci, je m'appelle Qassem Boutaïb, je suis africain du Maroc. J'ai à mon actif l'implantation de 3 banques islamiques en Afrique de l'Ouest et une unité textile en Côte d'Ivoire. Je suis très heureux d'avoir écouté les 3 intervenants avec lesquels je partage et des sentiments et de la raison. D'abord, celle qu'on a appelée son Excellence, mais qui est même de la majesté, Nza, qui est ambassadeur dans un pays anglophone, et Dieu sait combien le Maroc est en déficit de communication dans l'Afrique anglophone. Les femmes africaines faisant des miracles, Nza réussira l'ouverture anglophone du Maroc. Vous avez simplement peut-être omis de préciser que le prochain sommet du Sensad se fera au Maroc, ce qui est une belle victoire pour le Maroc qui ne fait pas partie de l'Union africaine. Si Mahmoud, je partage aussi des choses avec vous, puisque j'ai travaillé sur les investissements miniers en Afrique, notamment sur les mines d'or en Tanzanie, puisque je faisais partie d'un grand groupe de banques islamiques, et dans l'économie islamique, il y a la réforme monétaire qui consiste à exploiter les mines d'or pour développer les réserves d'or de nos pays qui ont des monnaies de singe et de créer la pièce d'or qui est le dinar et ensuite la pièce d'argent, etc., qui est le dirham. À Liongé, nous avons fait un parcours de 5 ans, 2000-2005. J'ai eu le privilège d'animer le Forum annuel dirigeant africain à Casablanca, au Sénégal et à la Sorbonne. Et un certain 11 septembre 2000, on est venu nous annoncer la catastrophe. Nous avions un conférencier qui parlait de nouvelles technologies et qui se trouve être aujourd'hui ministre de l'équipement, Aziz Rabbah. Alioune, tu as rappelé que le Maroc est considéré comme le grand frère du Nord qui a réussi son développement. Et c'est vrai que le Maroc ne profite pas suffisamment de ce capital de confiance. Notre diplomatie est en train de s'améliorer, notamment par les conseillers économiques qui font donc de la diplomatie économique, mais il y a encore des déficits, et notamment, je voudrais, Alioune ne sait pas se vendre parce que si elle est dans la diplomatie d'excellence, il est dans l'entreprise d'excellence. Alioune fait énormément de formations pour les cadres africains, il ramène beaucoup de cadres africains au Maroc, et il est aussi dans l'évacuation sanitaire, il réussit de très belles opérations, et franchement c'est à souligner, et je vous rends hommage. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole, j'aurais mille et une choses à dire encore, mais voilà, je voulais saluer cette dynamique maroco-africaine. Merci. Merci. Là aussi, un commentaire plutôt qu'une question. Il faut, pour l'audience estudiantine,
je crois qu'il faut leur dire qu'on est en train de passer d'une diplomatie souverainiste jusqu'à présent vers une diplomatie de développement. Et ça, la plupart des gens n'ont pas encore cette conscience, parce que pratiquement la diplomatie souverainiste a donné de mauvaises habitudes. Nous avons, au lendemain de l'indépendance, conçu des ministères de plans qui faisaient... Et le plan de développement, cette politique de plan de développement était presque inspirée du bloc de l'Est. Il y a un peu d'influence de l'Union soviétique dans cette orientation. Et qu'est-ce qui se passait? On faisait de la surenchère idéologique pour obtenir des uns et des autres une aide au plan de développement. Avec la chute du mur de Berlin, c'est fini. On s'est rendu compte qu'il faut passer à autre chose, parce que l'histoire des plans de développement, ça ancrait, ça cristallisait un petit peu des niches pour pratiquement une économie de rente. Les élites nationales étaient en contact avec leurs contreparties dans les pays du Nord, et pratiquement ça paralysait un petit peu l'économie. Maintenant, c'est en train de changer. Et dans ce changement, ce qui est important, c'est que non seulement il faut changer d'esprit, mais il faut encore changer l'architecture du déploiement diplomatique. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles puissances qui émergent, et il faut revoir l'affectation des ambassades à l'échelle mondiale et bien entendu régionale pour ce qui nous concerne. Donc je voulais mettre ces réflexions, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est le commerce qui est le moteur du développement plutôt que l'aide. D'ailleurs, ça a été dit sous l'administration Clinton, il avait dit trade, not aid. C'est exactement dans cette orientation que le monde s'oriente, notamment depuis la chute du mur de Berlin. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que ça a délié les langues de l'auditoire? Est-ce qu'il y a une nouvelle question à poser? Pour le temps? C'est bon. Bonsoir, je m'appelle Hassan Amalaini, je suis étudiant en deuxième année ici à l'école de gouvernance et d'économie. Monsieur, ma question s'adresse à vous, monsieur Assara. Comment se passe juridiquement au Maroc l'exploitation d'une mine? Quelles sont les étapes et quelles sont les étapes, toute la paperasse à faire? Merci. Alors, merci, très vite, parce qu'on est un peu hors du sujet, donc je vous laisse répondre. Question très technique, en effet. Question très technique, mais ça prouve de l'intérêt aussi des étudiants en deuxième année, Hassan en l'occurrence. En fait, alors le secteur minier au Maroc, il est régi à travers plusieurs réglementations. Hein. Donc la réglementation, d'abord, Code du travail classique, on connaît. Mais il y a une réglementation spécifique au domaine secteur minier qui s'appelle le Code minier. Ça veut dire une entreprise minière au Maroc, il est régi par une réglementation précise qui est décrite à travers un code minier qui est en ce moment en cours de changement et d'amélioration. Et voilà. Et donc concrètement au Maroc, il y a des permis. Alors il y a un office qui s'appelle ONIM ou ex-BRPM qui s'occupe un peu de la partie exploration des gisements, et donc qui mettent à disposition des opérateurs miniers un certain nombre de permis d'exploration. Très souvent, c'est des permis de 16 km², 4x4, hein, très souvent. C'est une maille assez réduite. Quand on part en Afrique, par exemple, ça vous avez des concessions de 200 à 600 km². En fait, kilomètre fois kilomètre, ça veut dire 4000 km² comme permis. Là, au Maroc, c'est encore très réduit. Et donc, je crois que le nouveau code de minier travaille dessus justement pour intéresser aussi d'autres opérateurs internationaux pour venir investir au Maroc. Donc, il y a un code minier qui régit un peu la réglementation à travers un octroi de permis. Vous-même, par exemple, vous pouvez postuler pour avoir un permis. C'est tout à fait libéral, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Une fois que l'ONIM décide d'octroyer à travers plutôt le ministère des Énergies et des Mines et les délégations des Mines qui est provincial,
il octroie les permis aux opérateurs. Alors à ce moment-là, l'investisseur vient aussi faire de la prospection, il travaille sur la valorisation de ce gisement. Et à noter aussi que c'est un secteur qui est très très capitalistique, donc vous avez besoin beaucoup de fonds d'investissement justement pour pouvoir faire un projet minier. Par exemple, nous à Drasfar, à Marrakech, Gemasa, nous avons le puits le plus profond en Afrique, hormis l'Afrique du Sud, il descend jusqu'à 1200 mètres plus bas. Donc c'est à 15 km, à 14 km de Marrakech. C'est une mine polymétallique cuivre-zinc blanc. Donc il y a un code minier, vous avez des permis octroyés, vous pouvez postuler, vous achetez les permis, ça coûte pas cher, mais ce qui coûte cher c'est l'investissement qui vient après parce que vous risquez aussi votre argent, votre temps, etc. Et ensuite vous pouvez développer votre produit. Merci. D'autres questions? Bonsoir, moi c'est Abdelwahid Ben Bouziane, étudiant en deuxième année à l'école. Donc j'aurais deux questions, une pour son Excellence Madame Alaoui et une autre pour Monsieur Assara. La première question est liée à la forme de diplomatie qu'on a au Maroc. On a reçu l'ambassadeur Wissing ici à l'école, qui est l'ambassadeur du Danemark au Maroc et en Algérie et Tunisie, qui nous avait dit que la diplomatie marocaine, ce qui n'était pas le cas donc dans les pays scandinaves, était une diplomatie plutôt politique qu'économique. Alors que dans les pays scandinaves, c'était l'économie qui primait et que même la gestion de l'ambassade relevait des performances de l'ambassadeur. Voilà, qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Et par rapport à cela, ce basculement de la diplomatie marocaine vers le sud est-il économique? Et dans ce cas, est-ce que le Maroc aurait plus à gagner en réintégrant l'Union africaine? La question pour M. Assara serait une question relative à la concurrence que Managem peut rencontrer quand on sait que beaucoup de compagnies canadiennes, australiennes ou sud-africaines sont aussi à la pointe dans le domaine de l'extraction minière, et comment Managem fait face à cette concurrence, et est-ce que il y a des concessions que Managem fait par rapport à cela? Merci. Merci pour votre question. Avant d'y répondre, j'aimerais aussi faire quelques commentaires sur les propos que nous avons entendus en préambule. Voilà, concernant Sensad, je n'ai pas omis d'en parler. Je voulais d'abord susciter l'intérêt de l'auditoire pour le cadre d'action marocaine, de la diplomatie marocaine dans le régional. Vous avez raison. Le prochain sommet de Sensad sera organisé au Maroc. Je ne sais pas si c'est une victoire. Moi, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait normal. Le Maroc est un pays membre à part entière de la Sensad qui regroupe 28 pays. Dans le contexte actuel, régional, de ce qu'on voit au Mali, que de ce qu'on voit en Centrafrique, de ce qu'on voit au Soudan, et qui demande justement un cadre régional idoine qui puisse répondre aux deux problématiques essentielles de la bande sahélo-saharienne, à savoir le développement durable et la paix et la stabilité, tout à fait normal qu'un pays comme le Maroc organise le prochain sommet. Concernant la communication en Afrique anglophone, je ne sais pas si on peut parler de déficit de communication du Maroc. J'ai vécu pour ma part 6 ans au Ghana. Et je peux vous dire que les souvenirs de la cordialité des rapports entre feu Mohamed V et feu Kwame Nkrumah restent très vivaces dans la mémoire des Ghanéens. Donc je ne sais pas si on peut parler de déficit. On peut peut-être parler de zones traditionnelles de présence du Maroc, à savoir l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Maintenant, de plus en plus, l'Afrique de l'Est et peut-être timidement l'Afrique australe. Oui, ça, je vous le concède. Mais je ne sais pas si on peut vraiment parler de déficit de communication. Si on va dans un pays comme le Libéria ou comme le Sierra Leone, qui sont deux pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest,
Le Maroc est connu. Si nous allons dans le nord du Nigeria, la communauté la communauté musulmane, particulièrement l'État de Sokoto, connaissent très bien le Maroc. Donc je pense qu'il faudrait peut-être voir ça plus en présence traditionnelle, de zone de présence traditionnelle du Maroc dans certaines régions africaines. Maintenant, concernant la question du jeune homme. Alors, mais écoutez, je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur les propos de l'ambassadeur du Danemark au Maroc. Le Danemark n'est pas le Maroc n'est pas le Danemark. Nous avons des priorités différentes en raison de nos intérêts, en raison aussi de notre appartenance géographique, en raison de notre histoire. Et tout simplement, je ne fais pas de comparaison. Et je n'ai pas non plus de commentaires à faire concernant ces propos. Ce que je peux vous dire, c'est que par contre, que l'économie, et je pense que j'en ai parlé dans mon exposé, l'économie devient une dimension extrêmement importante et de plus en plus, puisque maintenant, si je dois comparer, je me comparerai plus aux pays d'Afrique du Nord. La projection des intérêts économiques marocains en Afrique subsaharienne n'est même pas à comparer avec ceux de l'Algérie ou de la Tunisie ou même de l'Égypte. Nous avons maintenant des grands groupes marocains qui sont notre fierté dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Alioune tout à l'heure parlait de Royal Air Maroc, je peux vous citer Maroc Télécom, je peux vous citer aussi Colina, les assurances Colina, je peux vous citer les BTP, Doha, et d'autres, il y en a pas mal. En plus des PME marocaines qui maintenant non seulement font du commerce extérieur entre le Maroc et ces pays-là, mais se positionnent aussi de plus en plus comme des investisseurs grâce justement au réseau bancaire marocain. N'oublions pas que Tijari Wafa Bank est implanté dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, que CBAO, c'est le premier réseau, et là je parle sous le contrôle d'Alioune, c'est le premier réseau bancaire en Afrique de l'Ouest, le principal actionnaire c'est la Tijari Wafa Bank. Donc si on appelle ça une diplomatie plus politique qu'économique, je ne sais pas, peut-être qu'on n'a pas le même entendement de la terminologie politique et économique. Je voudrais aussi rappeler que en dehors de cette diplomatie économique qui est en train de s'affirmer, marocaine en Afrique subsaharienne, et qui est de plus en plus sollicitée par des partenaires en Afrique, hors Afrique. Le dernier sommet France-Afrique qui a eu lieu à Nice, la France a beaucoup sollicité les conseils, la vision du Maroc pour justement faire une approche conjointe sur les pays de notre continent. Pourquoi? Tout simplement parce que l'expertise marocaine est très demandée, en raison bien sûr de tous ces gens-là qui ont été formés au Maroc, qui reviennent au pays avec tout un background marocain, mais aussi parce que les réalités sont très proches. Si Maroc Télécom ou une société marocaine se déplace en Côte d'Ivoire, en Guinée ou au Niger, c'est pas du tout la même approche ou l'ONEP par exemple pour l'assainissement. Si elle se déplace en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, c'est pas la même chose qu'une société hors Afrique. Vous voyez, il y a aussi autre chose. Alors, indépendamment de l'approche des grands groupes marocains, des PME qui, ces derniers temps, ont été de plus en plus boostées, encouragées par les caravanes, ce qu'on appelle les caravanes, qui sont des journées de partenariat économique entre le Maroc et pas mal de pays d'Afrique, non seulement de l'Ouest, centrale, mais aussi australe, parce qu'on en a fait une en Angola dernièrement. En dehors de cela, il y a aussi, dans le cadre des commissions mixtes, avec l'année dernière, on a eu l'occasion d'en faire 6 ou 7, dans le cadre des commissions mixtes et dans la rédaction justement du procès-verbal de ces commissions mixtes, il y a ce qu'on appelle le partenariat économique et commercial. Alors le partenariat économique et commercial, dans la partie concernée donc à ce volet-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a non seulement ce que fait le ministère du Commerce et de l'Industrie et le département du commerce extérieur avec Maroc Export, tous en termes d'action de partenariat institutionnel, mais on associe les groupes marocains. Managem est régulièrement invité, Doha est régulièrement invité, Wafa Bank, l'OCP, l'ARAM, BMCE,
Et ces gens-là viennent faire quoi? Ils viennent voir comment ils peuvent non seulement partager leur expertise, et ils prospectent aussi. Si le cas, bien sûr, juridique est là, si les conditions sont là, il y a des actions qui se concrétisent. Donc, dans le cadre aussi des commissions mixtes, nous avons, et d'ailleurs c'est le grand 1 des PV, des commissions mixtes, on a le partenariat économique et commercial. Pourquoi? Parce que si on veut développer, ou si vous voulez, si on veut encourager, consolider le développement durable, il y a bien sûr le sectoriel, tous les domaines où le Maroc a une expertise avérée, comme la santé, le tourisme, les pêches, etc. Il y a aussi le partenariat économique et commercial, qui est une pierre angulaire. Donc, je ne sais pas ce qu'entend l'ambassadeur danois par plus politique économique dans ce cadre-là. Vous avez parlé de basculement de la diplomatie marocaine. Je ne sais pas si on peut parler de basculement. Si vous revenez à la constitution du Maroc, la dernière, l'Afrique fait partie des priorités. L'Afrique a toujours été une priorité, au-delà de la constitution. Elle a toujours été une priorité. Le Maroc a beaucoup contribué aux luttes pour les indépendances. On l'oublie très souvent. Nelson Mandela s'est entraîné à Oujda. Le PAIGC, qui est un parti révolutionnaire de Guinée-Bissau et du Cap-Vert, s'est entraîné avec beaucoup d'autres mouvements de libération de pays lusophones au Maroc. Ils ont été financés par le Maroc. Nous avons eu dans l'histoire un département ministériel consacré aux affaires africaines et qui était dirigé par feu Dr Khatib. La conférence de Casablanca de 61 a été parmi les actions, les premières, si vous voulez, les prémices. C'était une prémisse de l'OUE en 63. Donc l'Afrique a toujours été au cœur de nos priorités, par conviction. D'abord parce que la géographie est têtue, on n'y peut rien. Parce que nous avons une histoire. Et on a des convictions, on les a toujours eues. Et elles sont toujours là, malgré l'évolution, malgré la politique, malgré le mur de Berlin, malgré. L'Afrique a toujours été au cœur de nos priorités de diplomatie. Alors le Maroc aurait-il plus à gagner à réintégrer l'Union africaine? Gagner quoi? Si le Maroc est sorti, si le retrait du Maroc de l'Organisation de l'Unité africaine ne s'est pas fait aisément, il s'est fait dans la douleur. Parce que le Maroc est un pays fondateur de l'Organisation de l'Union africaine. Le Maroc a abrité la conférence de Casablanca. Qu'est-ce que la conférence de Casablanca? Elle a regroupé, si vous voulez, ceux qui revendiquaient le plus d'indépendance par rapport aux métropoles. C'était Sékou Touré, c'était Nasser, c'était Nkrumah, c'était Mohamed V et Modibo Keïta, merci. Par rapport au groupe de Monrovia qui, lui, était un peu plus, disons, modéré. Donc ce retrait s'est fait dans la douleur, pour les raisons que nous savons tous. Est-ce que ces conditions, est-ce que les raisons pour lesquelles le Maroc s'est retiré ont changé? Je ne pense pas. Mais cela ne nous empêche pas de travailler avec la Commission de l'Union africaine quand il s'agit du développement durable de l'Afrique. Lorsque je parlais tout à l'heure de partenariat entre l'Afrique et le reste du monde, Afrique-Union européenne, Afrique-Chine, Afrique-Corée, tout ça, le Maroc participe au plus haut niveau. Toujours participer. Pourquoi? Parce que ce sont des partenariats qui travaillent, qui œuvrent pour le développement de l'Afrique. Nous ne sommes pas membres de l'Union africaine, mais nous sommes africains. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. Nous sommes un acteur. Et nous continuons à jouer notre rôle, que ce soit sur le bilatéral. Tout à l'heure, je parlais de plus d'une quarantaine de pays avec lesquels nous avons presque 500 accords, que ce soit sur le régional, que ce soit sur le bicontinental ou le birégional. Donc, le jour où les conditions qui ont présidé au retrait du Maroc de l'Organisation de l'Unité africaine n'existeront plus, peut-être qu'on pourra repenser à réintégrer cette famille institutionnelle africaine. Mais ça ne nous empêche pas de travailler avec la Commission quand il s'agit de développement et d'intérêt partagé, de respect mutuel. Voilà, je pense, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Merci. Oui, peut-être que je vais répondre au deuxième volet de la question.
Mais toujours dans le même sens de l'intervention, de la réponse de son Excellence, moi je pense que l'effort à faire aujourd'hui par nous Marocains dans ce cadre de développement et d'intérêt que le Maroc porte pour l'Afrique, il dépasse même les volontés politiques de l'État, mais c'est aussi quelque chose que nous tous on doit prendre en charge. Opérateurs économiques, institutions non gouvernementales par exemple, il va falloir qu'à un certain moment on arrive à casser ce paradigme qu'on a souvent eu à travers les médias où il y a de l'insécurité en Afrique, c'est de la pauvreté, c'est beaucoup d'un tableau très noir parfois que dresse la presse, que dressent les médias pour ce pays, et on oublie que c'est un pays où il y a tout à développer, beaucoup de richesses naturelles, humaines, économiques, et il est question aussi que chacun d'entre nous arrive à casser ce paradigme et voir en face les opportunités d'affaires et de développement dans ce cadre de développement sud-sud. Par rapport à la question de la concurrence, qui était aussi une question très intéressante, à juste titre, vous avez raison de dire que la majorité de l'économie minière au monde est monopolisée et maîtrisée par des Canadiens, des Américains du Sud et des Sud-Africains. En effet, 60% de cette économie transite à travers ces pays-là, des grands groupes internationaux. Alors Managem arrive quand même à trouver sa place, sa petite place dans ce domaine, dans ce marché mondial minier. D'abord parce qu'il est déjà depuis plus de 80 ans. On opère dans un secteur international, un marché mondial de métaux, où on ne maîtrise pas les cours des métaux, sont fixés par les bourses internationales. Nos clients sont à 100% à l'étranger, partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Europe, aux États-Unis, en Amérique. Et donc on est dans cet échiquier, donc on n'est pas local, marocain, avec un marché local. Plutôt on sait ce qui se passe un peu partout sur cette économie. Et la raison pour laquelle, justement pour asseoir notre position d'une manière encore plus impactante en Afrique, on a fait une étude stratégique de développement. Donc on s'est intéressé beaucoup à ces opérateurs miniers canadiens par exemple, tels que Rio Tinto, il y en a plein. On s'est intéressé à ces opérateurs miniers et on avait constaté qu'à un certain moment, ces opérateurs internationaux qui monopolisent aujourd'hui l'économie minière au monde avaient même la taille de Managem à un certain moment. C'est quelque chose comme 250 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et quand on avait suivi avec la courbe, avec le temps, l'expansion qu'a connue ces entreprises à l'échelle mondiale, on a remarqué qu'à partir d'un certain seuil, d'un certain chiffre d'affaires, ces entreprises minières, ils ont pu décoller d'une manière spectaculaire pour monopoliser d'autres régions. Et ce point-là, on l'appelle en jargon financier la taille critique. C'est-à-dire qu'il y a une taille critique à travers laquelle un investisseur minier il peut décoller beaucoup plus rapidement que les opérateurs qui ont une moindre taille. Ce point critique est autour de quelque chose comme 500 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et c'est la raison pour laquelle Managem aujourd'hui a affiché clairement son ambition d'aller à 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires à horizon de 2015 à travers ces projets précis et concis. C'est tout à fait simple à comprendre parce que aujourd'hui vous avez, supposons une rémunération, vous touchez un salaire de 10 000 ou là je sais pas, vous voulez acheter une villa ou un bien qui coûte 3 ou 4 millions de dirhams. Votre financier, votre banquier ne pourra pas vous prêter de l'argent parce que votre santé financière n'est pas aussi bonne, vous n'avez pas la capacité de rembourser votre aide. Et c'est la même chose. Donc un groupe minier, même s'il a les meilleurs permis d'exploration, même s'il a le savoir-faire, il ne pourra pas investir s'il n'a pas le financement. Et donc il faut avoir une capacité d'autofinancement intéressante pour pouvoir subvenir à ses besoins de financement et que à travers cette taille, même les banques et les bailleurs de fonds peuvent vous faire confiance et vous prêter de l'argent pour faire des projets miniers. Donc cette stratégie ambitieuse qu'avait mené Managem, il est focalisé sur 4 axes. Donc on souhaite devenir un leader régional dans le domaine à travers la diversité, à travers la performance. Nous sommes sur un sujet extrêmement capitalistique, donc on a intérêt à réduire nos charges, nos prix de revient au plus bas, justement pour profiter de la marge qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on ne maîtrise pas les coûts de vente. Donc il est question de maîtriser son process, son savoir-faire, justement pour diminuer les cash costs, pour dégager le maximum de valeur ajoutée.
Nous avons aussi un avantage concurrentiel par rapport à d'autres opérateurs qui sont internationaux, c'est aussi nos politiques de développement durable. Là, vraiment, quand on part dans un pays africain, nous sommes les bienvenus, on le sent, on le voit, à travers les efforts diplomatiques que fait le Maroc, mais aussi à travers le Marocain africain. Donc il y a une proximité culturelle, il y a une proximité identitaire même. Donc on est vraiment accueillis à bras ouverts, contrairement à d'autres pays, d'autres nationalités qui viennent de l'Est par exemple. Donc aujourd'hui on le sent vraiment que nous sommes aujourd'hui bien accueillis et que nous avons aussi une histoire commune avec ces pays-là. Donc ça aussi c'est un avantage concurrentiel que d'autres opérateurs internationaux n'ont pas et qu'on doit savoir à un certain moment en profiter, en tirer profit. Voilà, et puis on n'oublierait pas d'adopter cet esprit de gagnant-gagnant. Il ne faut pas aller dans un esprit de profiter de la richesse de ce pays et plier les bagages le plus vite possible et revenir. Au contraire, ces politiques de développement durable, ils nous sont beaucoup très utiles et c'est simple à faire. Il faut les faire d'abord chez nous, au Maroc, avant d'aller pouvoir les partager avec d'autres pays. Et c'est ce que nous faisons au Maroc depuis plus de 80 ans, et ce qu'on arrive et réussit à le faire aussi dans d'autres pays africains. Voilà. Merci beaucoup. Nouvelle question. Alors, on va faire, juste pour donner un ordre, 1, 2 et 3. Bonjour, Gali Zineb, étudiante ici en première année. Ma question s'adresse à Madame Laalaoui. En tant que femme, est-ce que la tâche ou la mission d'ambassadrice a été difficile en Afrique? Et selon vous, est-ce que dans un autre pays, ça aurait été moins difficile ou... Merci. L'ambassadrice, c'est la femme de l'ambassadeur. Donc on dit son excellence ou madame l'ambassadeur. Voilà. Oui, bien sûr, on va prendre réponse après réponse, mais c'était simplement pour les étudiants qui ne trépignent pas de savoir qu'on avait vu leurs questions. Voilà, mais je vous laisse répondre. Merci pour cette question. Je vais vous dire, la fonction d'ambassadeur, est la même pour un homme ou pour une femme. C'est les mêmes obligations, c'est les mêmes droits, les mêmes devoirs. Maintenant, concernant, peut-être que votre question a été formulée plus par le pays d'accréditation. Si je veux parler de mon expérience personnelle, j'ai vécu personnellement 6 ans en tant que numéro 2 à l'ambassade du Ghana. J'avais fait d'autres pays auparavant. Je peux vous dire que pratiquement maintenant 25 ans de carrière, c'est peut-être ma tranche de vie la plus intéressante et la plus épanouissante pour moi sur le plan professionnel. Pourquoi? Parce que d'abord, vous retrouvez dans un environnement où vous êtes appelé à être sur tous les fronts. C'est-à-dire, en général, ce sont des ambassades, que nous avons, que le Maroc a, comme d'autres pays en Afrique subsaharienne. Ce ne sont pas de grosses structures où il y a une répartition des tâches avec beaucoup de personnel. Donc on est obligé de savoir tout faire. Donc sur ce plan-là, j'ai beaucoup appris, sur le plan professionnel. Maintenant, même sur le plan humain, c'est un pays où j'ai découvert énormément de choses, tant sur le plan culturel, civilisationnel, mais aussi humain. Je crois que en voyageant en Afrique subsaharienne en général, vous recevez la plus belle leçon d'humilité de votre vie. Vous apprenez ce que c'est que la tolérance, vous apprenez à relativiser beaucoup de choses et vous apprenez aussi à aller vers les autres, comprendre, ne pas juger et ne pas analyser à travers des prismes qui sont préétablis et qui très souvent préétablis par des gens qui ne connaissent pas ces réalités. Donc vous apprenez énormément. Donc ça a été, si vous voulez, une période extrêmement riche, extrêmement intéressante, tant sur le plan professionnel qu'humain. En tant que diplomate marocaine, je peux vous dire que, bien sûr, j'ai été honorée par la confiance de Sa Majesté.
en étant nommé ambassadeur en Afrique. C'est la première fois dans l'histoire de la diplomatie marocaine. J'en suis très honorée. Mais je suis parfaitement consciente que c'est un challenge. Parce que non seulement nous sommes justement au service d'une priorité de notre diplomatie, mais que nous traversons aussi depuis quelques années un contexte ou plutôt une actualité qui est marquée par beaucoup d'instabilité et surtout beaucoup d'adversité concernant notre cause nationale. Donc je suis parfaitement consciente de ce challenge et j'espère être à la hauteur de cette confiance et j'espère surtout qu'il y aura d'autres femmes qui vont faire la même chose et qui vont montrer que l'approche genre, eh bien, elle se fait à tous les niveaux et surtout dans toutes les réalités géographiques. Voilà. Merci. Bonjour, Farja Ismaël, étudiant en première année ici à l'EGE. Alors moi ma question, je vais la baser encore une fois sur la pauvreté. C'est juste que ces investissements dans les pays africains, comme l'a souligné un membre de l'auditoire, on est dans une stratégie de développement. Et qui dit stratégie de développement dit un phénomène qualitatif de transformation de la société, notamment sur l'éducation et la santé. Alors est-ce que vous pouvez nous nous donner un exemple d'un investissement dans un pays où il y a un seuil assez élevé, et est-ce qu'il y a eu des résultats positifs par rapport à cela? Par exemple le Burundi avec 66% de la population en dessous du seuil de pauvreté, ou sinon la RDC. Merci. Vous pouvez préciser votre question, un investissement général ou un investissement marocain? Une des bonnes pratiques en matière de développement que nos invités auraient eu l'occasion de croiser, ou des initiatives marocaines qui auraient porté leurs fruits? Je pense vaut mieux marocaine. Oui. Enfin, je sais pas, mais je sais pas. C'est pas quelque chose qu'a fait le Maroc dans un pays africain qui pourrait juste améliorer les conditions de vie ou améliorer la pauvreté. Merci. Monsieur Assara, vous voulez commencer avec la politique de développement durable et social de Managem? Je vais vous donner un petit témoignage en fait d'un groupe tel que Managem en fait, mais je sais que la question elle est beaucoup plus large et beaucoup plus générale. De mémoire, il y a plein de sujets qui me reviennent à la tête. Tout récemment, par exemple au Soudan, on a fait cette ouverture de cette unité pilote de traitement de l'or. Et donc, qui dit démarrer une exploitation pareille impose des impacts très positifs d'ailleurs sur la région. Quant à, par exemple, l'emploi. Aujourd'hui, c'est un investisseur qui vient, Managem, il vient avec son savoir-faire, son investissement, créer de l'emploi sur place, dans un endroit reculé. On amène les routes, parce que très souvent, on retrouve les gisements métalliques et les permis dans des coins désenclavés, où il n'y a personne, en fait, en général. C'est en plein désert, par exemple, au Soudan. Donc, on ramène les routes, on ramène de l'eau, on ramène de l'électricité, de l'emploi aux gens, parfois même qui viennent de loin, ils ne viennent pas uniquement de la région, mais aussi tous nos projets ils suivent ce qu'on appelle des études d'impact environnemental, c'est-à-dire avant d'aller même déposer, avoir la possibilité ou l'autorisation d'exploiter, il est question de faire une étude d'impact environnemental qu'on valorise par des impacts positifs, des impacts négatifs, et comment on fait, quel est le plan d'action qu'on met en place justement pour maîtriser ces impacts négatifs sur l'eau, sur l'air, sur la faune, la flore, etc. Donc les impacts ils sont très positifs, en tout cas en termes de social, notamment sur l'emploi, sur d'autres actions dans le cadre de la politique de développement durable et notre responsabilité sociale, notamment en ce qui concerne la santé, la construction par exemple de dispensaires. On ramène des médecins, des infirmiers justement pour traiter des problématiques santé des riverains. On ramène aussi on construit des écoles pour les enfants. Aujourd'hui, le droit scolaire
des enfants est un axe stratégique dans cette politique de développement durable. Donc on encourage les enseignants, on fait aussi on encourage la femme aujourd'hui à travers des AGR, des activités génératrices de revenus. Et donc une grande dynamique qu'on crée tout autour de notre territoire, de notre environnement. Et on est vraiment accueilli à bras ouverts de la part des populations, mais aussi de la part des administrations, des autorités, parce que aujourd'hui on impacte même dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on ramène des fois, par exemple, nous avons une politique de minimiser l'expatriation. Ça veut dire aujourd'hui nous avons de grandes expertises marocaines, mais on essaie au maximum de les diminuer au minimum, justement pour favoriser ce partage et ce transfert de savoir que Managem détient aux locaux, justement parce qu'il nous intéresse aujourd'hui de mettre en place des activités génératrices ou des exploitations minières qui sont gérées, qui sont exploitées par des locaux. Donc les expatriés marocains, quand ils partent là-bas, d'abord la première mission qu'on leur fixe, c'est des contrats de 3 ans en général. La première mission qu'on leur fixe, c'est d'abord qu'ils sont les actions de formation qu'ils ont déployées pour les locaux, pour qu'au bout de 3 ans, ils peuvent revenir au Maroc, et ça va être un local qui va prendre en charge le service, l'exploitation ou l'activité en local. Donc une approche très de développement durable et de responsabilité sociale est un acteur majeur aujourd'hui dans cette réussite de développement de Managem à l'international. Bon, c'était juste un exemple. Je peux vous en citer d'autres au Gabon, je peux vous en citer aussi en RDC, etc. Voilà. Je ne sais pas, vous pouvez rajouter? Je faisais juste en complément et de ce que fait des établissements comme ce que font des établissements comme Managem. Dans la coopération du Maroc avec les pays, ou le partenariat que développe le Maroc avec les pays du continent, nous avons un acteur qui est très important, c'est l'AMCI, c'est l'Agence marocaine de coopération internationale. C'est un peu le bras armé de notre diplomatie. Alors cette agence, bien sûr, elle est là pour la formation. Elle facilite l'inscription et le suivi des étudiants du continent quand ils sont ici au Maroc. Il y a une résidence universitaire aussi pour leur faciliter leur séjour aussi au Maroc. Mais elle s'inscrit aussi dans des actions ou dans des projets, ce qu'on appelle les projets de développement socio-économique dans des secteurs prioritaires comme la santé, comme l'hydraulique, comme l'agriculture, comme la pêche, l'adduction en eau potable, l'irrigation, etc. 3 exemples pour justement 3 pays pour illustrer ces propos. Vous avez parlé du Burundi. Au Burundi, par exemple, avec lequel nous avons un peu, comment dirais-je, renforcé notre coopération ces dernières années, surtout depuis que le Burundi est en état de stabilisation, c'est-à-dire post-conflit. Nous construisons des écoles. Nous donnons des fonds, nous achetons aussi tous les intrants pour construire des écoles, pour favoriser justement l'éducation au niveau du primaire. Deuxième cas d'illustration, en République centrafricaine, nous avons construit un hôpital, réhabilité et construit un hôpital. Et là, nous étions, juste avant les événements, nous étions en passe d'envoyer un staff pour le management de cet hôpital. Troisième exemple, aux Comores, nous sommes en train de finaliser la construction d'une résidence universitaire, justement. Et tout ça entre, si vous voulez, dans cette vision de favoriser le développement des compétences humaines et surtout renforcer tout ce qui est lutte contre la pauvreté, renforcement des actions dans des domaines prioritaires comme la santé, l'irrigation, etc. Voilà. Bien, mais ceci étant, je crois qu'il faut qu'on différencie bien les canaux, parce que si aujourd'hui Attijari disait moi je vais investir dans tel pays, je viens pas gagner de l'argent, mais je viens développer les écoles rurales, je regarderai avec des yeux tout ronds. Quand on fait des affaires, on fait des affaires. Maintenant, je dirais il faut dépasser cette vision infantiliste à l'autre vis-à-vis. De dire également qu'est-ce qu'il attend pour qu'on aille plus dans effectivement des partenariats qui soient mutuellement profitables. Et c'est la raison pour laquelle effectivement aujourd'hui quand je regarde des secteurs tels que le bois, etc., il faut absolument avancer vers des types de partenariats dans lesquels il y a un minimum de transformation locale
pour qu'il puisse y avoir les effets d'entraînement, je dirais, autour, donc distribution de revenus, etc., et que, effectivement, cette dynamique s'enclenche. Mais l'opérateur économique qui vient s'installer dans un environnement, c'est parce que il y a des opportunités, parce qu'il va gagner de l'argent. Je crois que c'est pas un tabou et c'est tout à fait normal. Maintenant, tout à l'heure on le rappelait, quand on annule la dette des PMA, quand à l'occasion des catastrophes il y a une participation d'eux, quand les entreprises ont un volet responsabilité sociale d'entreprise, oui, on est sur un autre terrain. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue non plus l'objectif. On verra en fonction du temps si on peut prendre davantage de questions. J'ai bien vu, mademoiselle. Je suis Sarah Lokili, étudiante en deuxième année à l'école de gouvernance et d'économie. J'ai dû entendre dans le propos de plus qu'un intervenant le mot culture, ce qui m'a beaucoup interpellée à poser une question que je trouve très pertinente pour moi, bien sûr parce que je travaille sur ce sujet-là pour le mémoire de l'école de printemps. Et en fait, les différentes thèses d'économistes comme celui de Raquel Fernandez trouvent une corrélation très pertinente entre le développement des nations et entre leur culture. Et aussi, je me permets de citer le livre de Why Nations Fail, qui propose une nouvelle approche comparative au développement et qui sert bien sûr à trouver les sources de sous-développement et de la défaillance des nations dans leur culture. Donc, je ne sais pas si vous pouvez porter des éléments de réponse à ma question, mais est-ce que vous trouvez que la divergence en termes de culture qui existe dans le continent africain, du fait de sa richesse bien sûr en ce terme-là, ne permet pas de tisser des relations entre les différentes nations africaines en termes de développement et de croissance, que ce soit au court terme, enfin bien sûr au moyen terme ou au long terme? Merci. Bien, en tout cas, merci pour votre question. C'est vrai que la question de la culture est un des éléments souvent déterminants dans l'entrepreneuriat, mais je pense que de plus en plus il faut prendre en compte, je dirais, la dimension écosystème. Je pense qu'il y a des conditions favorables qui facilitent la création d'entreprises, en tout cas qui la développe, et d'autres dans lesquelles peut-être le déclic ne se fait pas. Je vous donne juste une expérience très concrète d'un étudiant que j'ai rencontré en Malaisie, gabonais, d'un groupe pas particulièrement porté à l'entrepreneuriat. Quand il arrive en Malaisie, après d'ailleurs une première formation au Ghana, le Ghana, eh bien, il n'est pas boursier de son gouvernement et il doit vivre. Et dans cette université, il faut faire des essais. Donc, il y a un ensemble de synthèses qu'il faut faire régulièrement, des notes de lecture, etc. Et le contexte fait que il a des camarades un peu paresseux et il s'est proposé de faire les notes à leur place et de commencer à les commercialiser. Et puis, on n'a que 24 heures dans une journée. Très rapidement, la demande a été très forte. Et il a commencé à sous-traiter. Donc il a commencé à monter entre guillemets un business autour de ça. C'est comme ça qu'il a financé ses études et son master et a créé une entreprise en Malaisie. Mais si ce jeune homme était resté à Franceville, est-ce que ce serait le même entrepreneur? Et c'est la raison pour laquelle, juste à travers cet exemple, pour montrer que, je dirais, ce n'est pas forcément, je pense, un élément déterminant. Moi, je suis d'une famille qui n'est pas du tout entrepreneur, et quand j'ai créé mon entreprise, mon père était très remonté contre moi, en me disant, moi, je ne t'ai pas envoyé faire un doctorat à la Sorbonne pour gagner de l'argent. C'est quoi l'argent? Moi, je te voyais diplomate, je te voyais professeur d'université, tu me parles d'argent. Mais c'est au Maroc que la fibre entrepreneuriale s'est développée parce qu'on est exposé à des situations où on voit des opportunités. Vous voyez? Donc je crois que il ne faut pas aller trop vite en besogne et
fixer des déterminants. Maintenant, ceci étant, vous avez raison, c'est vrai que il y a des espaces dans lesquels, bien entendu, ce rapport à l'entrepreneuriat est peut-être encouragé. Il y a des communautés bien connues, les Bamileke, les Nana Benz, etc., dans lesquelles l'entrepreneuriat est développé très tôt. Mais ça ne veut pas dire que tous les Bamileke seront des entrepreneurs et seront des chefs d'entreprise. C'est vrai qu'il y a une dimension mimétisme, exemplarité, il y a des champions, entre guillemets, qui créent une certaine émulation et qui font que certains se tourneront peut-être plus naturellement vers que d'autres. Par ailleurs, on est dans des sociétés, c'est vrai, où des sociétés sont beaucoup plus égalitaires et où on est plus dans une logique de redistribution de ce qu'on a gagné que vraiment dans l'accumulation de ressources. Donc je pense que c'est une question ambivalente qu'il faut un peu sous-peser, mais où je pense que la question écosystème, l'environnement est effectivement très important. Bon, alors, en plus de ce qui vient d'être dit par notre cher intervenant, moi je crois que cette histoire de culture, elle dépasse la logique pays. On parle beaucoup de la culture d'entreprise aussi, quand il y a des fusions-absorptions, par exemple, une entreprise A qui absorbe ou que fusionne avec une deuxième, il y a des phénomènes culturels qui se passent, parfois des chocs culturels, parfois qui impactent directement la performance de ces entreprises. Donc, en effet, beaucoup de théoriciens, beaucoup de chercheurs sont intéressés à cette histoire de culture et là, nous sommes, l'ère de la mondialisation est révolue finalement. Là, tout le monde, il vit dans un même bulle où la différence culturelle, il va être soit source d'opportunité pour ceux qui vont la saisir, soit vraiment un handicap majeur pour ceux qui sont toujours dans leur histoire et qui sont plutôt fondamentalistes dans leur manière de faire et dans leur style de management. Vous avez cité plein de références, il y en a encore d'autres. Je pourrais tout à l'heure vous donner aussi d'autres références extrêmement intéressantes sur ce métissage culturel, ces diversités. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup autant que qu'opérateur économique. Et là, par exemple, la mine de Bakoudou, là, c'est au Gabon, mais il est géré par un Burkinabé qui est ingénieur de l'école Mohammedia et qui a intégré la mine militaire à Tinrir, qui a commencé là-bas, il a évolué et qui parle arabe aujourd'hui et qui parle même berbère. C'est un Burkinabé qui parle berbère et qui a même géré l'exploitation de sa mine, une autre exploitation minière. Il a même géré des Marocains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut donner un élan à cette diversité culturelle en interne. Il faut être vraiment préparé. Et je crois que le Maroc dispose de cet avantage concurrentiel, tel que je l'ai dit tout à l'heure. C'est une diversité culturelle extraordinaire que le Maroc arrive. C'est extraordinaire comment on arrive à vivre en paix, ensemble, s'accepter et vivre ensemble, alors que nous sommes diversifiés. Les Berbères ne sont pas les Fassis, ne sont pas les Nordistes, ne sont pas les machins, etc. Donc on arrive quand même à vivre ensemble en paix et à faire. Il n'y a pas de différence entre nous. Voilà, c'est une richesse, c'est une proximité culturelle sur laquelle aujourd'hui on peut capitaliser pour aller saisir des opportunités d'affaires partout dans le monde. Merci beaucoup. Une toute dernière question, une très petite question, mais parce que vous avez beaucoup insisté, vous suppliez de tout à l'heure. Oui, je sais qu'il est déjà 18h30, ça va être très rapide. Bonsoir, je m'appelle James Prillier, je suis en deuxième année. Ma question est adressée à son Excellence Madame l'Ambassadeur. On parle souvent de l'impact de la crise ivoirienne sur le Nigeria, le Mali ou encore le Burkina Faso, mais on omet souvent de parler du Ghana, alors que géographiquement le Ghana est au près. Et en tant qu'ambassadeur au Ghana, quel a été selon vous l'impact économique de la crise ivoirienne sur le Ghana? Et pensez-vous qu'on peut encore percevoir l'impact de cette crise aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? Et si on voulait faire un bilan de cette crise, est-ce qu'on peut dire qu'elle a été bénéfique au développement de la région? Et par région, j'entends l'Afrique de l'Ouest. Au contraire, cette crise a été
a été négatif pour les développements régionaux? Merci. Merci pour cette question précise. La crise ivoirienne a eu des répercussions tant sur le plan politique, économique, sur la sous-région ouest-africaine. Alors sur le plan politique, elle est arrivée après un processus en domino, parce que juste avant on a eu le Sierra Leone, on a eu le Libéria, et il y a eu la Côte d'Ivoire. Et donc elle est venue cristalliser cette instabilité en Afrique de l'Ouest. Mais en même temps, elle est venue, ça a été une opportunité pour la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui à l'origine a été créée pour des raisons économiques. Elle est venue cristalliser le rôle de la CEDEAO en tant qu'organisation sous-régionale pour la stabilité en Afrique de l'Ouest. On avait vu le rôle de la CEDEAO au Libéria, en Sierra Leone, grâce au contingent de l'ECOMOG et grâce surtout à l'action déterminante du Nigeria. C'est le Nigeria qui forme, si vous voulez, l'épine dorsale des troupes, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, de maintien de la paix ouest-africaine dans la sous-région. Donc la crise ivoirienne, elle est venue, si vous voulez, un peu renforcer ou cristalliser le rôle de la CEDEAO pour stopper la crise et rechercher une solution ou mettre fin à l'instabilité. Et surtout, elle est venue, parce qu'on a eu très peur au début de la crise. Il y a eu le Libéria, le Sierra Leone, avec toutes les images horribles qu'on a vues, et donc on a eu très peur. Donc, mais la CEDEAO a eu un rôle important, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, parce que si on se rappelle, même l'intervention française s'est faite avec le Nigeria. Il y a eu des conséquences. La France et le Nigeria qui, à l'époque, présidait la CEDEAO. Et l'intervention a été décidée au niveau de l'ONU, mais aussi avec le concours déterminant de la CEDEAO. Donc sur le plan politique, elle a eu bien sûr des répercussions néfastes, parce que elle est venue juste après la crise libérienne et sierra-léonaise, et la crise sierra-léonaise. Bon, je ne vous parle même pas de la Guinée-Bissau qui elle aussi est en crise récurrente, mais elle a permis, si vous voulez, de montrer que grâce à des élections, on peut y arriver. Parce que c'est vrai que les élections ne sont pas une panacée, ne représentent pas une panacée pour mettre fin à des crises. On a très souvent vu sur notre continent que les élections étaient le début d'un conflit, en fait, et parce qu'on conteste les résultats. Sur le plan économique, ça a été désastreux dans un premier temps, parce que la Côte d'Ivoire, c'est la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, c'est les 3/4 du PIB. Mais elle a été, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pourquoi? Parce que le port d'Abidjan, tout simple, par exemple, qui est le débouché de beaucoup de pays enclavés, ne fonctionnait plus, mais il y a eu donc, on a dévié donc tous ces flux de commerce vers d'autres ports, comme celui de Tema au Ghana, comme celui de Lomé au Togo, et comme celui dans une moindre mesure de Cotonou au Bénin. Donc, si vous voulez, elle a donné l'occasion à d'autres pays de faire fonctionner leur infrastructure portuaire et de booster aussi leur rôle, mais elle a permis aussi de démontrer combien les infrastructures sont importantes pour l'intégration régionale, mais aussi pour le commerce, et que sans infrastructures, notamment routières ou ferroviaires, on ne peut pas, face à des crises comme ça, parer ou trouver une alternative facilement. La crise ivoirienne, elle a permis aussi, ou elle a facilité aussi la délocalisation de beaucoup de grands groupes internationaux qui étaient installés en Côte d'Ivoire, de partir par exemple au Ghana. Le Ghana, je rappelle, c'est un pays anglophone qui est entouré de pays francophones, qui depuis quelques années
essaie d'introduire de plus en plus, depuis la présidence Kufuor, d'introduire le français dans l'éducation, de fêter la semaine de la francophonie, etc. Mais par exemple, la crise ivoirienne a été l'occasion de beaucoup de grands groupes français qui étaient fortement implantés en Côte d'Ivoire de s'installer au Ghana, et donc ça a fait le bonheur donc de ce pays. Bon, là maintenant, dernièrement, depuis le retour à la stabilité de ce pays, je peux vous dire que les choses se remettent en place doucement. C'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est un pays qui reste quand même assez vulnérable sur le plan de la sécurité. Je ne parle pas de la gouvernance, surtout sur le plan de la sécurité. C'est un pays quand même qui a du mal à se retrouver après la mort d'Houphouët, parce que le modèle Houphouët, tant économique que politique, il a vécu tant qu'Houphouët était là, mais l'après-Houphouët n'avait pas été préparé. Bon, là maintenant nous avons un président qui a été le premier ministre d'Houphouët et qui a gagné les élections et qui a beaucoup d'ambition pour son pays et avec lequel le Maroc a l'ambition de réaliser beaucoup de choses et de partager son expertise. Et il est président de la CEDEAO, exactement. Voilà. Lance, merci beaucoup, c'était très riche. Excellences, messieurs, je vous remercie pour votre participation à cette rencontre dans le cadre de l'école de printemps et on espère tous vous revoir bientôt à cette table pour discuter de l'Afrique. Merci beaucoup.